Salut à tous, ici Architect depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous sur cette chaîne et sur cette vidéo qu'on me réclame depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on me dit c'est quand que tu fais une vidéo sur Mini DSP, c'est quand que tu fais une vidéo. Et bien voilà, et j'ai décidé de la faire en mode versus justement, donc Mini DSP versus Sonarworks, enfin Sound ID puisque c'est leur nouveau nom depuis quelques temps. Donc voilà, cette vidéo, je tiens à le dire, n'est pas sponsorisée puisque je n'ai rien reçu de gratuit. Le micro et Sound ID, je les ai payés moi-même. Le Mini DSP, je l'ai payé moi-même plein pot. Donc voilà, je n'ai aucun intérêt à vous dire du bien ou du mal d'une marque. Par contre, elle est sponsorisée bien par moi-même, puisque si vous voulez bien que je réalise vos masterings, n'hésitez pas à me contacter. Le site est ici www.tower-audio.com. Allez voir le travail que je peux fournir pour faire du mastering. Je serai heureux de travailler avec vous et de pouvoir discuter, de vous rencontrer. Voilà. Ceci étant dit, on va tout de suite passer au gros du morceau. Je vais déjà vous expliquer en préambule quelles sont les choses à savoir. Alors c'est parti pour la vidéo. Donc on va parler de trois choses. On va parler de l'efficacité de Sound ID versus l'efficacité de Mini DSP. On va voir si lequel gagne et si je vous conseille de les utiliser et dans quel cas les utiliser, parce qu'attention, les deux sont pas magiques, je vous préviens tout de suite. Et après on va parler quand même de Sound ID, puisque ça je voulais vous en parler. On va parler de la calibration des casques et vous allez voir que c'est un gros dossier. Ceux qui connaissent la chaîne ont déjà été tenus au courant de mon aventure. Bon, voilà, j'ai eu une mauvaise expérience avec tout ça. Je vais essayer de vous en parler de manière le plus factuelle possible, mais on en parlera ça donc en troisième partie d'émission. Et je vous dirai aussi si à mon avis il est utile ou pas de calibrer son casque. La réponse est non. Alors donc on va tout de suite passer à donc de quoi qu'on parle. On parle de Sound ID qui n'est autre que donc Sonarworks, hein. Donc Sound ID maintenant c'est le nom finalement de leur suite logicielle et de leur service. Sonarworks reste le nom de la boîte qui est située en Lituanie. Je vous dis ça pas pour rien, je vous en reparle tout à l'heure pour le casque. Donc voilà, donc le principe c'est que vous achetez le pack avec ceci et le micro. Vous avez dedans ou bien la calibration de votre studio et la calibration du casque, ou bien que le studio, ou bien que le casque, à vous de choisir. Donc voilà, moi j'avais pris les deux, hein, voilà, comme bon client. Donc vous avez un casque qui est un micro qui est mesuré, c'est-à-dire que vous avez dedans un numéro de série, vous l'entrez et ça vous donne la réponse en fréquence de votre micro, pour pas que, si par exemple votre micro a une pointe dans les aigus, pour pas que ça aille interférer sur les mesures de votre pièce, et ça c'est plutôt bien vu. Heureusement, ça prouve quand même un minimum de sérieux. Voilà, donc au niveau des tarifs, on va faire simple. Si vous voulez calibrer votre casque, donc de manière logicielle, 99 €. Si vous voulez calibrer votre casque et votre studio, c'est 249 €. Si vous voulez le micro qui va avec, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le micro de Sound ID, mais je vous le conseille puisque malgré tout c'est un micro qui a été fait pour et qui est calibré, enfin qui est mesuré. Donc il faut rajouter 49 € supplémentaires, hein, ce qui est pas très cher pour ce genre de micro, hein, donc voilà. Si vous voulez en plus recevoir un casque qui a été mesuré par Sonarworks, eh bien c'est 700 €, parce qu'il y a le prix du casque et le prix du service. Donc on va considérer que le ticket d'entrée est à 300 € si tant qu'à faire, si on veut faire les choses bien. Ensuite nous avons le deuxième concurrent pour cette bataille infernale dont personne ne sortira vivant, eh bien c'est le Mini DSP. Donc qui est une marque pas forcément très connue, mais en fait qui propose une solution hardware, puisque vous voyez c'est une sorte de petite carte son. En tout cas voilà, ça c'est la solution que j'ai. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que c'est entièrement numérique, c'est-à-dire que dedans c'est les entrées, on voit du XLR mais en fait c'est du AES EBU, donc c'est du numérique qui passe dedans, un signal numérique, donc ça oblige à faire une boucle, c'est-à-dire que dans mon cas, je vous montrerai tout à l'heure en vidéo. Alors, on fait quand même un petit tour du studio, parce que je sais que vous aimez bien ça, puis peut-être tout le monde n'a pas eu l'occasion de voir le studio dans les précédentes vidéos. Donc voilà la raison pour laquelle le studio est un petit peu petit, n'est pas aussi grand que j'aimerais à cause de la vue mer, puisque voilà, je pouvais pas avoir et la vue mer et un grand studio. Il faut faire des choix dans la vie, voilà. Mais bon bref, en tout cas il est largement assez grand pour ce que j'ai à y faire, donc c'est mon studio de mastering. Donc voilà le traitement acoustique, donc vous voyez qu'on a des panneaux gigs acoustiques partout, ici, qui sont assez épais, ils font plus de 20 cm. On a du diffuseur, en veux-tu, en voilà. Voilà, donc l'appareil, je pouvais pas forcément en mettre plus. Il y en a vraiment quasiment partout. Là, ça continue à descendre. Et là, on a ici donc des bass traps qui sont assez profonds et assez épais. Donc voilà, ça fait bien le job. Plus des rideaux acoustiques, vous voyez ici et là, qui sont à peu près
partout. Donc ça aussi, ça joue vachement sur les aigus. J'avais fait des mesures avant et après, ça joue vachement. Bref, donc là voilà, c'est mon setup pour masteriser. J'aurais pas acheté tout ça encore une fois hein, si je faisais pas du mastering. C'est overkill pour faire de la production, on est bien d'accord. Donc là les Focal Trio en écoute principale, l'écoute proximité, les KEF LS50 qui sont super. Et les Auratones pour vérifier vos sons, et bien sur des enceintes merdiques, enfin qui sonnent pas terrible, mais c'est fait pour. Voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire, le mini DSP est ici. Voilà. Donc pour vous expliquer le routing, là ici j'ai ma carte son UAD Apollo, donc il est branché en XLR, mais XLR AES-EBU, donc c'est-à-dire XLR numérique. Donc le son est directement envoyé numériquement vers le mini DSP. Le mini DSP, là, ici, fait son traitement, c'est-à-dire sa correction d'EQ, plus ce que je lui ai mis à l'intérieur, puisqu'on peut décider de mettre plus de basse, mettre un compresseur, mettre des filtres, etc. Ça, je pourrais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Voilà, il y a une télécommande fournie avec. Et ensuite, donc, il y a un câble numérique qui repart derrière et qui va rentrer ici, dans mon contrôleur de monitoring, donc le Dangerous D-Box Plus, voilà, qui est un super contrôleur de monitoring et qui me permet d'alterner entre mes 3 paires d'enceintes très facilement avec les boutons, plus faire du summing analogique, bon, plus pas mal de choses. Mais bref, donc le signal numérique traité par le mini DSP arrive ici. Et donc c'est lui qui fait le décodage donc numérique vers analogique. Comme ça au moins la meilleure pièce de mon studio qui est faite pour ça s'occupe du décodage et c'est pas lui qui s'en occupe, le mini DSP. Donc voilà pour ce que je peux vous dire. J'espère que le système est clair, mais ça oblige forcément à faire cette boucle qui est pas donnée à tout le monde quoi, parce qu'il faut il faut 2 cartes son, il faut 2 cartes son ou alors faire un routage interne, mais c'est compliqué et dans les faits ça marche pas terrible. Voilà pour tout ça. Donc le souci c'est qu'il faut quand même du coup ça coûte plus le micro parce que là pareil il faut leur micro et là pour le coup c'est obligatoire. Il faut quand même dépenser 1334 $. Alors pour information, il y a un revendeur français dont je vous ai déjà parlé, aucune sponsor, c'est juste pour lui faire de la pub parce qu'il est cool. Donc Showroom Audio qui est situé à Lyon. Voilà, vous avez vu ici le prix du mini DSP plus le micro, c'est 1200 € quoi en gros. Donc c'est quand même pas donné. C'est vrai que là on est quand même très loin des 300 € qui sont demandés par Sonarworks. Voilà, par contre, si on veut que ce soit le mini DSP qui fasse office vraiment de conversion numérique vers analogique et directement envoyer ça aux enceintes, c'est possible. Donc le DAC est à l'intérieur, mais par contre, c'est pas le même prix avec le micro. Là, on est à 1780 € et ça implique de laisser la conversion finale au mini DSP. Et vous voyez que là, il y a des sorties, donc il y a bien des sorties XLR qui permettent de brancher des enceintes tout simplement. Donc pourquoi pas, ça simplifie le setup. Mais le problème, c'est que moi, j'avais pas envie que ce soit le mini DSP qui me convertisse le son que j'entends directement dans mon studio. Je préférais de loin laisser ça à vraiment une carte son orientée professionnelle, comme par exemple ou l'UAD ou le Dangerous. Voilà, donc vous voyez que là encore une fois, si on veut vraiment s'affranchir des problèmes de boucle, ça oblige quand même à investir 1800 €, ce qui n'est pas rien, je vous l'accorde tout à fait, voilà. Mais vous allez voir que on va peut-être réussir à vous faire économiser de l'argent pour une fois et peut-être vous inciter à ne rien acheter, ce qui est quand même pas mal. Bon, comme ça arrange tout le monde, bon, sauf forcément ceux qui vendent ça, mais ceux qui vendent ça, en tout cas pour mini DSP, sont conscients des problématiques que je vais vous exposer tout de suite. Alors, nous voilà dans Room EQ Wizard. Ne prenez pas peur, restez avec moi. Je vais essayer de rendre tout ça clair, mais vous savez que j'aime bien sortir Room EQ Wizard parce que c'est bien beau de dire ah oui, les médiums sont vachement plus chaleureux et il y a une sorte de soyeuseté dans les aigus que je trouve tout à fait émotive. Voilà, bon, ça c'est bien beau, mais de temps en temps, il faut quand même un petit peu être sérieux et du moins donner quand même des preuves à ce qu'on apporte, puisque le ressenti musical, on va dire le ressenti du son, est propre à chacun et chacun peut avoir un avis sur tout et c'est compliqué de discuter parce que cette perception elle est propre à soi-même. C'est pour ça que on ne peut pas tout mesurer, je suis d'accord, il y a quand même le ressenti qui est important, mais quand on fait une vidéo comme ça, je trouve ça important quand même d'avoir des mesures à l'appui pour essayer de vous prouver ce que je dis. Alors là on se trouve face à mon studio traité. C'est-à-dire que les mesures qui sont faites là sont le studio que vous voyez ici, c'est-à-dire avec le mobilier, avec la baie vitrée, avec les rideaux acoustiques, avec les diffuseurs qui sont partout, les bass traps qui sont ici, les bass traps qui sont là. Donc c'est un studio qui est vraiment, je pourrais pas plus le traiter parce que de toute façon il n'y a plus de place. Et voilà, et c'est un petit studio malheureusement. C'est un studio qui fait 15 mètres carrés. Donc voilà, c'est un peu petit, j'aurais aimé avoir plus, mais j'aurais pas été sur la promenade des Anglais sinon. Donc
voici les mesures du studio faites avec donc le micro du mini DSP, mais en gros ça change rien, sauf que ici vous voyez, si j'active la calibration, donc l'appareil il est fourni avec une calibration, et on voit en fait que ça c'est la courbe de réponse du micro. Donc vous voyez qu'ici il y a un petit pic, alors c'est léger, hein, franchement. On pourrait presque pas l'utiliser, ça serait pas très grave, mais c'est quand même toujours mieux. Mais voilà, vous voyez que le micro a un petit pic ici vers les 6 kilos. Et vous voyez qu'ici, sur les basses, bon, voilà, ça fluctue un petit peu. En gros, voilà, il y a peut-être 3 dB, 4 dB de fluctuation. Donc ça veut dire que la mesure ici est compensée par les défauts du micro, on va dire. Donc vous voyez que même après un gros traitement acoustique, mon studio est quand même loin d'être parfait. Alors la courbe dans l'ensemble est bonne, puisque moi je voulais quelque chose qui soit comme ça, c'est-à-dire un peu plus de basse et un peu moins d'aigu, parce que par rapport à la musique que je fais, je trouve que c'est plus approprié, et puis par rapport à mon goût, puisque non, hein, il faut pas forcément avoir une courbe plate, hein. On peut vouloir dans un studio avoir un peu plus de basse que d'aigu, en général c'est ce qui est recommandé. Donc le but n'est pas d'avoir quelque chose de très neutre, puisque par rapport à la musique d'aujourd'hui, on va se rendre compte que si on a quelque chose qui est très très plat, on va dire quand même il manque des basses, hein, parce que tous les casques qu'on a aujourd'hui, les AirPods, même quand on va en boîte de nuit ou en concert, il y a vraiment un gros surplus de basses, donc bon, on s'est habitué à ça, quoi. Alors, vous voyez que mon studio donc est quand même accidenté, hein, malheureusement, puisque voilà, une courbe plate ça n'existera pas, et parce que si il est petit, donc ça joue. Mais vous voyez que là j'ai pas triché, je me suis mis en lissage 1/24e. Alors il y en a qui vont vous dire, ouais regardez mon studio il est vachement bien. Ah ouais, là c'est un peu mieux. Regardez, il est encore mieux. Voilà mon studio, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Alors on a quand même, en fait là c'est du lissage en fait, c'est-à-dire que ça a plus ou moins lissé les choses. Et on a en fait quelque chose qui marche pas mal, c'est le psychoacoustique. Le psychoacoustique, c'est-à-dire que c'est un lissage qui va correspondre à ce qu'entend l'oreille humaine. C'est-à-dire que l'oreille humaine n'est pas capable d'entendre des micros creux, des micros différences. Donc ça en gros, c'est mon studio tel que mon oreille l'entend. Voilà, donc c'est quand même pas dégueu, puisque vous voyez que c'est quand même assez lisse. Mais on va revenir, hein, pour pas tricher, on va tout mettre en 1/24e, ce qu'en général vous verrez assez peu utilisé, parce que ceux qui vous montrent des courbes de studio, en général elles sont bien lissées, genre en 1/6e, quoi, un truc comme ça, voire un peu plus, quoi. Bref, donc là on est sur la réponse fréquentielle, c'est-à-dire que c'est vraiment juste à mon point d'écoute, c'est-à-dire ici, la mesure a été faite ici, parce qu'avec RumiQ, on en parle tout à l'heure, on ne fait qu'une mesure, donc c'est le son que je perçois ici, c'est-à-dire l'aspect fréquentiel de 20 Hz à 20 kHz, et donc ici vers 44 Hz j'ai un creux, ici vers 60 j'ai une bosse, etc. Donc le but c'est d'aller mettre un EQ inversé, c'est-à-dire ici faire un creux, là faire une bosse, là faire un creux, là faire une bosse, pour essayer de lisser tout ça. Alors on se dit bah ouais c'est formidable, c'est simple, en plus ça marche, il n'y a pas grand chose à faire. Sauf que une mesure qui est pour moi beaucoup plus importante, enfin au moins aussi, si ce n'est un peu plus importante, elles sont toutes importantes, mais une mesure qui est très importante, c'est ça, c'est le RT60. Le RT60, en gros c'est le temps de réverbération de votre pièce. C'est-à-dire que quand je mets un coup de kick ici à 80 Hz, eh bien dans ma pièce, il va mettre 500 millisecondes à se taire en gros. C'est-à-dire que le kick va résonner, cette fréquence-là va résonner, va tourner dans la pièce, et elle va mettre 500 millisecondes à disparaître totalement, enfin à disparaître en dessous de 60 dB, c'est-à-dire qu'on l'entendra plus. C'est pour ça que ça s'appelle RT60. Et vous voyez que là, franchement, j'ai plutôt un RT60 qui est plutôt très bon. Enfin, très bon, qui est quand même vraiment pas dégueu, puisque vous voyez que c'est comme ça qu'il doit être. On doit avoir comme ça une pente légère qui part du grave, et ici qui arrive vers les aigus. Et vous voyez que les aigus ici sont quand même très lisses, peu accidentés. Et alors, avant que je fasse le traitement acoustique, j'étais à 1,4 hein, ici. Donc c'est-à-dire que quand je mettais un coup de grosse caisse, ça mettait 1,5 secondes à peu près à ne plus l'entendre. Ce qui est énorme, Là, on a une autre mesure qui est le spectrogramme qui permet de voir en gros l'énergie de la pièce. Et pour avoir quelque chose de parfait, en gros, il faudrait que tout soit un peu comme ça. C'est-à-dire que tout soit comme ça sous forme un peu de boudin et que voilà, qu'il n'y ait pas de grosses taches rouges à des endroits précis et qu'il n'y ait pas de creux ici comme on voit. Donc là, justement, on voit ici que j'ai de l'énergie. Là, j'en ai moins. Là, j'ai de l'énergie. Là, j'en ai moins. Et finalement, on retrouve à la fois l'aspect temporel et à la fois l'aspect fréquentiel. Donc ça, c'est une mesure qui est importante puisqu'elle elle montre un peu les deux. Donc voilà pour les mesures sans traitement numérique, sans mini DSP, sans SonarWorks. On va voir tout de suite SonarWorks, qu'est-ce qu'il nous fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les mesures avec SonarWorks. J'ai enclenché SonarWorks et j'ai refait une mesure avec RumiQ Wizard. C'est-à-dire qu'avec ça, pour mesurer quelle est la réponse de ma pièce avec SonarWorks activé. Comme ça, au moins, ça permet de vérifier ce qu'il fait. Voilà, donc pour comparer, on va afficher les deux. Donc là, ici, c'est la mesure de mon studio sans traitement numérique, sans SonarWorks. Et là, ici, c'est avec SonarWorks. Et qu'est-ce qu'on voit?
bah on voit qu'il a pas fait grand chose. Et on voit que ce qu'il a fait, c'est plutôt moins bien. Là ici, on voit que avant j'avais une bosse. Alors il s'est dit ok, là il y a une bosse, je vais essayer de la corriger. Et on voit ici que, en fait, il a trop corrigé et finalement, je me retrouve avec un creux qui est trop important. Alors qu'avant, finalement, c'était homogène dans le sens où j'avais un creux, j'avais une bosse équivalente, enfin, j'avais une bosse équivalente, j'avais un creux équivalent. J'avais encore ici une bosse, puis j'avais un creux, puis là, j'avais une bosse. Ce qui fait que tout ça, en fait, donne pas trop l'impression qu'on a vraiment un trou, en fait, puisque, en fait, quand il y a un creux, il y a une bosse, quand il y a un creux, il y a une bosse. Voilà, il faudrait qu'il soit un peu plus resserré pour que vraiment on les entende pas, mais du coup, ça va. Alors que là, du coup, ce qu'il me fait, c'est qu'il garde cette bosse ici. Alors, je vais... Ouais, pardon. Il garde cette bosse ici, il garde cette bosse là exactement au même endroit, mais par contre il va aller me creuser là. Ce qui fait que bah là maintenant entre ces deux bosses, j'ai un creux qui est d'autant plus audible. Et je l'entends justement quand j'active Sonarworks, je dis ouais, putain là au niveau des 60 Hz, en plus manque de bol, c'est là où tape le kick. Je lui dis putain mon kick il est bizarre, il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà. Et là on voit bah, qu'est-ce qu'il fait. Bah, il fait à peu près la même chose, ni pire ni mieux. Si là un peu pire parce que là c'était un peu plus droit. Là pareil il fait un creux ici en vert. Et là aussi il a vu qu'il y avait un creux et finalement il augmente ce creux là. Donc là c'est encore pire en fait. Et puis là ici la bosse il la fait plus grande. Là la bosse il y avait un creux il fait une bosse. Je sais pas pourquoi. Là il y avait un creux il fait une bosse. Donc ça va pas quoi tout simplement. Ça va pas. Voilà, et là on est sur le spectrogramme donc de la correction avec Sound ID Sonarworks et on voit bien en fait que bah, il m'a créé là des problèmes en fait. Il m'a créé de manière temporelle, il y a de l'énergie qui traîne, c'est-à-dire que il n'a pas réglé l'aspect temporel, et heureusement parce que c'est impossible, hein, je vous dis tout de suite, une calibration comme ça numérique ne peut pas enlever la réverb de votre pièce, c'est pas possible, physiquement ça n'existe pas. Le seul truc qui peut enlever la réverb de votre pièce, c'est du traitement acoustique, donc de l'absorption, c'est tout. Et là on voit qu'en fait, le fait qu'il ait essayé de créer justement des creux et des bosses qui n'étaient pas adaptés, bah, ça crée de l'énergie en plus dans la pièce et cette énergie va ici tourner, va résonner et ça, bah, je l'avais pas. Donc ça m'a créé des problèmes. Donc là, on voit bien que dans une petite pièce avec un traitement acoustique, Sonarworks fait pire que mieux. Je peux pas vous dire mieux, hein, c'est les mesures que j'ai faites. Je les ai faites plusieurs fois hein, parce que je me disais, c'est quand même pas possible que le son soit plus mauvais avec Sonarworks que sans. Et ça m'étonne pas trop parce que moi avant j'utilisais Sonarworks, donc avant quand j'étais chez moi, j'avais un studio dans mon salon en fait, dans le couloir en gros, sans traitement acoustique du tout. J'avais acheté Sonarworks, bah, je trouvais que c'était pas beaucoup mieux, alors je le mettais un peu, je le mettais à l'époque en plus mon oreille était quand même beaucoup moins affinée, mais je le mettais on va dire à je sais pas à 30% en dry wet, je peux vous montrer ça. Ouais, donc je vous montre ça sur Sound ID. Donc là il y a un bouton de dry wet d'ailleurs qui est de plus en plus petit, à l'époque il était assez gros là, sur l'ancienne version, et vous voyez qu'en fait moi je calmais la correction en me mettant, en général j'étais vers 30 en dry wet, c'est-à-dire que vous voyez qu'en fait là on voit qu'il corrige de plus en plus, là on voit la courbe verte, donc là il corrige pas hein, puisque le wet est à 0, et en fait c'est comme si je réglais l'intensité de correction de mon Sonarworks en fait. Donc là c'est la mesure de ma pièce, hein. On voit justement là qu'il corrige trop en fait. Ok, alors là c'est vrai que sur leur graphique c'est parfait, ça c'est ma pièce. Et on voit que bah, la courbe est exactement inversée, donc on se dit bah c'est formidable, il me fait exactement l'inverse du problème qu'il y a sur ma pièce, donc c'est super. Alors, on voit très bien ici que bah là bah ça marche pas quoi, ça marche pas puisque si je compare ma pièce comme j'ai dit tout à l'heure ici à le truc avant, bah non ça n'a pas été l'inverse, puisque si c'était l'inverse j'aurais quelque chose qui serait totalement plat en vert. La courbe verte devrait être totalement plate parce que ça veut dire qu'il m'a tout corrigé et que j'ai un son qui est 100% plat. Et c'est très 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 loin d'être plat. Et vous voyez que c'est même pire. Donc, ok, leur graphique, c'est bien joli, mais là, sur le papier, ça marche, mais quand on fait des mesures, ça marche pas. Donc j'utilisais Sonarworks dans ma pièce qui n'était pas traitée, dans un couloir hein, qui n'était pas du tout fait pour proder. Je trouvais que c'était pas terrible. Après, je me suis fait une pièce dédiée chez moi qui était un peu traité, mais surtout avec des mousses. Au début, on se fait tout savoir, on achète des mousses qui servent à rien du tout. Mais bon, donc en tout cas, les aigus étaient un peu traités, on va dire, étaient trop absorbés même. Mais comme c'était une pièce, j'avais fait quand même une boîte dans la boîte, insonorisée. En fait, le fait qu'il y ait une boîte dans la boîte, ça faisait des sortes de bass traps
qui étaient des gros bass traps au mur en fait, qui eux-mêmes en fait entraient en vibration avec le grave. Donc le grave était assez bon finalement, puisque quand vous faites une boîte dans la boîte avec du placo, en fait le placo il entre, si vous le montez bien en fait, le placo entre légèrement en vibration et peut faire l'office de bass trap finalement, puisque c'est une membrane de bass trap accordée en plus, puisque c'est une membrane qui vibre. Bref, en tout cas tout ça pour vous dire que bah pareil, c'était une petite pièce. Par contre pareil, j'arrivais pas à l'utiliser entièrement, donc je le mettais à 50, un truc comme ça. Puis encore une fois, à l'époque, mon oreille était pas très affinée. Ici au studio, je l'ai installé. Et puis là, avec l'acoustique, les enceintes, les focales trio 11, etc. Quand j'ai fait la mesure, j'ai dit non, bah je vais pas l'utiliser du tout parce que je trouve que le son est moins bien. Non seulement sur les mesures, mais surtout, en tout cas, sur mon ressenti, c'était moins bien. Voilà. Donc nous revoilà pour parler des mesures faites après l'action du mini DSP. Donc le mini DSP, moi je m'en sers tout le temps, il est tout le temps activé. Pour le coup, il n'y a pas de dry wet, au moins ça règle le problème. Et donc voici le résultat du mini DSP, le voici. Donc là, pour y voir un peu plus clair, je vais enlever la courbe d'avant. Voilà, donc là en vert, ici, c'est le résultat avec SonarWorks. Ici en bleu, c'est le résultat avec mini DSP. Donc on voit bien quand même, et si je me mets en psychoacoustique, voilà, et si je me mets en psychoacoustique, donc ce qu'entend l'oreille humaine, bah, vous voyez que j'ai quand même là quelque chose qui est plutôt très droit. Voilà, j'ai quelques dB, hein, mais ça peut pas être parfait, et puis on s'en fout de toute façon. Mais vous voyez que par rapport ici donc au SonarWorks, qui est lui aussi en psychoacoustique, voilà, là je vais faire un alignement du SPL, c'est-à-dire du volume, pour que les courbes soient vraiment pareilles au niveau de leur volume. Donc là on voit bien ici le mini DSP qui est là en bleu, qui est bien droit, et le SonarWorks qui galère. Voilà, je me remets en lissage 1/24e pour pas tricher. On voit bien ici les courbes, enfin les creux et les bosses qui sont pas du tout corrigés. Et là, qui ont été corrigés. Alors, il y en a un peu encore, hein. Encore une fois, c'est pas magique, mais on voit bien quand même que c'est pas du tout pareil. Voilà, donc voilà la courbe du mini DSP, donc en 24e et en vari smoothing. Ok, et vous voyez que quand même, c'est ce que j'ai voulu. C'est-à-dire qu'il y ait un peu plus de grave que d'aigu. On voit bien que ça descend, mais ça c'est parce que c'était une volonté de ma part et c'était un réglage de ma part, hein, dans le mini DSP. Alors justement le mini DSP, on va pas voir aujourd'hui le détail, mais si vous voulez une vidéo dédiée où j'explique comment il marche, comment on fait les mesures, je vous en ferai une, mais là ça ferait une vidéo trop longue. Déjà je voulais vous expliquer en gros le principe et puis surtout les opposés. Donc là voilà la courbe et on va aller voir le RT60 et vous voyez le RT60 là, il est plutôt très beau puisque ici vous voyez voilà on est à 500. Alors vous voyez que ça a pas corrigé, hein. Ça a pas corrigé mon temps, que j'étais à peu près à 500. Alors faut savoir que le RT60 en fonction des mesures c'est quand même des fois un peu variable, c'est pas une mesure qui est ultra fiable. Le spectrogramme est beaucoup plus fiable, donc à chaque fois il faut que je fasse plusieurs mesures, surtout vers les graves en général c'est un peu fluctuant, mais ça donne une idée à peu près. Et on voit qu'ici bah j'ai pas spécialement bougé, mais vous voyez qu'il y a une belle décroissance et ici au niveau des aigus vous voyez j'ai 200 millisecondes, donc c'est vraiment rien, 200 millisecondes avant que le son disparaisse. Si on va voir le spectrogramme, alors si on va voir le spectrogramme, on voit quelque chose, c'est que on voit que l'énergie a bien été gérée et bien contenue, puisqu'on voit que en fait le centre est rouge partout. Donc ça c'est bien. On a ensuite du jaune de manière un peu comme ça linéaire et proportionnelle. On a du vert et du bleu. Donc vous voyez qu'on a quelque chose de très homogène et c'est vraiment exactement ça qu'on doit avoir. Sauf que vous voyez ce qui s'est passé, bah, comme avec le mini DSP, avec le SonarWorks, on a des choses qui sont venues se mettre en plus, puisque comme il y a correction, en fait le son ici est ok, mais du coup ça crée des boosts et des creux sur certaines fréquences. Le problème c'est surtout des boosts, et ces boosts qui déjà résonnaient vont aller résonner différemment et vont créer des problématiques ici, un petit peu de traînage. Donc on voit qu'ici, alors c'est pas très grave hein, puisque vous voyez que c'est vraiment bleu clair, mais on voit qu'ici à 40 Hz, voilà à 20 je les entends pas, là ici 60 très légèrement, mais on voit ici que ça a quand même créé, on va dire des artefacts, c'est pas vraiment ça, mais des petits problèmes qui n'existaient pas. Et donc c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant, c'est que attention, c'est vrai que SonarWorks quand ils vous vendent le truc, ils vous disent ouais bah voilà vous allez pouvoir vous passer de traitement acoustique, ça va être magique. Et je vois beaucoup de clients qui me donnent du mastering et j'entends en fait leur mix qui est beaucoup trop basseux ou pas assez basseux ou trop d'aigus. Et je lui dis ouais est-ce que t'as pas un souci dans ta pièce, est-ce qu'elle est bien traitée? Il me dit non elle est pas traitée, mais j'ai acheté SonarWorks, du coup aucun problème. Je dis oulalalala ok je comprends mieux. Donc c'est à dire qu'en fait le truc est marketé dans le sens où ça essaie de vous faire croire que vous achetez SonarWorks et ça règle une bonne partie des problèmes si vous n'avez pas de traitement acoustique.
bah, je dois vous dire que malheureusement non, ça va être pire que mieux. Si vous n'avez pas de traitement acoustique, n'utilisez surtout pas de correction, quelle qu'elle soit, ce soit du mini DSP, même du Trinov qui vaut 4000 euros, ou du SonarWorks, parce qu'en fait, le problème c'est qu'on règle qu'un seul des deux aspects. On règle l'aspect donc l'aspect fréquentiel, il y a trop de basses, il y a pas assez de basses, il y a trop d'aigus, il y a pas assez d'aigus. Donc ça, ok, ça se règle assez facilement parce que c'est un EQ qui est mis en fin de chaîne et qui est inversé. C'est quelque chose qui peut être fait, mais le problème c'est que ça crée justement des surplus de fréquences à des endroits que ça devrait pas créer, que votre pièce a du mal à encaisser, ce qui fait que votre décroissance du son, donc le RT60 qui pouvait être peut-être à la base pas trop mal, devient encore plus problématique puisque ça crée des problèmes. Et même si encore ça n'en crée pas, il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'en fait vous allez avoir déjà deux problèmes, cet effet un peu de... En fait, on entend les l'EQ. Moi, personnellement, j'entends qu'il y a un EQ et j'entends comme s'il y avait des problèmes de phase, comme s'il y avait des creux, des bosses. En plus, si on se déplace un peu, ça amplifie le problème puisque le point est là. Alors, ça aussi, on va en parler. Justement, le SonarWorks essaye de pallier à ce problème-là, mais pour moi, justement, il n'y arrive pas. Mais donc, quand on se déplace, je trouve que ça fluctue un peu et on entend qu'il y a une correction. Et surtout, en fait, le problème, c'est que le son n'est pas corrélé avec le decay, avec la réverbération. C'est-à-dire que vous avez, imaginez dans votre studio, vous avez beaucoup trop de basses. Donc il y a beaucoup trop de basses, donc il y a un surplus de basses. Donc aussi bien au niveau fréquentiel qu'au niveau du decay, enfin de la réverb. Donc c'est-à-dire beaucoup de basses, beaucoup de réverb dans les basses. Ce que vous faites avec SonarWorks, c'est que vous allez réduire les basses, donc corriger. Bon, finalement, on voit qu'il les corrige pas vraiment, mais on va quand même essayer de corriger. Admettons, il les corrige, donc il corrige le grave. Sauf que la réverb, elle est toujours là, et même elle est plus accidentée et elle est un peu plus foireuse. Ce qui fait que quand vous écoutez ça, ok, il y a la bonne quantité de basses, mais je comprends pas parce que le grave il traîne. Ce qui fait que ça fait quelque chose qui est faux. Et en plus, ça vous aide pas à mieux produire, puisque quand vous mettez un coup de kick, par exemple, vous réglez le release d'un kick. En fait, le release d'un kick, il va être amplifié par le release de votre pièce. Ou le decay, si on veut. Et bien, justement, si vous mettez la bonne quantité de basse, mais que le release est trop important, vous n'allez pas savoir comment le régler, votre kick. Et il vaut mieux régler votre kick avec la mauvaise quantité de basse dans votre pièce et la mauvaise quantité associée de release dans votre pièce. Je sais pas si vous suivez, mais en fait, en gros, ça veut dire que c'est mieux de s'habituer à sa pièce, d'utiliser des références, donc utiliser des morceaux du commerce pour bien vérifier tout ça, d'utiliser un casque. N'hésitez pas à utiliser un casque le plus souvent possible pour régler les soucis de votre pièce ou pour quand vous avez un doute, hop, je mets le casque, ok, c'est bon, le release de mon casque, là je capte. Alors après c'est pareil, il y a des mauvais casques où le bas va traîner, mais ça c'est encore autre chose. Mais bon, si vous prenez un casque moyen de gamme, ça ira très bien. Donc faites attention à ça. Donc pour moi, le truc c'est que n'achetez surtout pas de correction électronique si vous n'avez pas traité votre pièce. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je sais, c'est dur à dire parce que le traitement acoustique ça coûte cher. Il faut pouvoir le faire puisque il faut une pièce dédiée ou faut que madame ou monsieur veuille bien qu'il y ait du traitement acoustique dans le salon. Donc c'est ce qui est pas forcément évident. Puis voilà, bon, ça coûte cher, c'est pas pratique, c'est pas un achat fun. Moi j'ai pas kiffé d'acheter 2000 balles de traitement acoustique, enfin plus avec les diffuseurs et tout. Donc je le comprends tout à fait. Bon voilà, moi c'est un studio de mastering, donc je suis obligé d'avoir le son le meilleur possible, avec encore des défauts, hein, bien sûr. Mais par contre, voilà, je me suis habitué à mes défauts. Et c'est ce que je vous conseille encore une fois de faire, c'est apprenez à votre pièce comment elle sonne. Alors par contre, faites la mesure, achetez un micro de mesure, utilisez Room EQ Wizard pour savoir quel est le problème. Et comme ça, vous savez, ah ok, donc j'ai un souci vers les 80 Hz. Donc c'est pour ça que mon kick, j'ai du mal à ça. Ah ok, j'ai une grosse pointe à 10 kg. Ah c'est pour ça que les aigus, j'ai trop agressif. Donc ça, c'est super intéressant de savoir comment sonne votre pièce. Et déjà, c'est un grand pas en avant. Et une fois que vous savez ça, vous prenez des références, vous prenez des casques. Et vous n'investissez pas ni 300 € dans SonarWorks, ni 1200 € ou 1300 € dans un mini DSP numérique, ni 1800 € dans un mini DSP analogique, ni 4000 € dans un Trinov, puisque ça ne servira à rien du tout et ce sera pire que mieux si votre pièce n'est pas traitée. Voilà, j'insiste un peu dessus, mais en tout cas, ça n'est que mon avis. Et pour vous dire, j'avais fait des mesures avec le mini DSP avant que je mette du traitement acoustique dans mon studio. Bah, c'était pas beau à voir. C'était vraiment pas beau à voir puisque, pareil, il n'arrivait pas à s'en sortir, ça corrigeait mal. Le RT60
quel spectrogramme était dégueulasse. Donc Mini DSP, ça ne marche pas non plus si vous n'avez pas de traitement acoustique. Donc du coup, je suis désolé. Vous aurez pu vous dire, ah bah zut, si SonarWorks ou 9D marche pas, je vais me diriger, je vais économiser, je vais acheter du Mini DSP. Bah non, bah économisez, achetez du traitement acoustique, ce sera déjà infiniment mieux que tout ça. Et quand votre traitement acoustique est correct, là vous pouvez vous dire, je vais peut-être essayer l'un des deux. Bon, dans mon cas, SonarWorks ne marche pas. Peut-être que c'est dû à mon studio. Je pense que c'est dû à une chose, et c'est pour moi un gros problème de SonarWorks, c'est qu'en fait l'interface est très bien faite, et quand vous êtes en train de faire votre mesure avec le micro, vous le tenez, en fait il va envoyer des bruits sur l'enceinte droite et sur l'enceinte gauche, et il va placer votre micro comme ça sur une carte virtuelle pour vous dire exactement à quel endroit faire les mesures. Donc c'est vachement bien, parce que quelqu'un qui sait pas faire des mesures, il est assisté, et là ça vous dit ok, un peu plus près, un peu plus loin, etc. Donc c'est très bien. Et il vous fait faire, je sais plus combien de mesures, peut-être 20 mesures, ou un peu plus, ou 30, je sais plus. Ce qui pour moi déjà est trop, et surtout il vous fait faire des mesures sur un cercle qui doit faire peut-être, je sais pas, 1m50, quelque chose comme ça. J'avais mesuré à peu près 1m50. Donc le problème, c'est que dans des pièces qui sont petites comme ça, et c'est le cas de ceux qui achètent SonarWorks, hein. Ceux qui achètent SonarWorks, ils n'ont pas des studios de 40 mètres carrés, hein. Ils font ça dans leur chambre ou dans leur petit salon ou dans un couloir. Donc je pense que, dites-moi dans les commentaires, hein, dites-moi quelle est la superficie, je serais intéressé de le savoir, quelle est la superficie de l'endroit dans lequel vous faites de la musique. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont me dire 50 mètres carrés. Donc, ce qui fait que dans un espace qui est petit comme ça, il vous fait faire un cercle d'1m50. Et donc, ce qui veut dire que dans des espaces petits, bah, le son que j'ai ici n'est pas du tout le même que le son que j'ai 60 cm plus loin, ou que j'ai 1 mètre plus loin, devant ou derrière. Ce qui fait qu'en fait, SonarWorks, il se retrouve avec plein de mesures qui sont prises partout sur un cercle très large, et il se retrouve ici avec un creux dans les basses, là une pointe exactement dans le même fréquence, mais là c'est une pointe, là c'était un creux, là ici bah, il n'y en a pas, ce qui fait qu'il va essayer de faire un mix de tout ça, et en fait en gros il sait plus quoi faire, il fait un peu n'importe quoi parce qu'il est perdu. Donc je pense que SonarWorks devrait marcher dans un grand studio, dans un moyen studio. Ça devrait être beaucoup plus probant. Dans un studio qui est déjà problématique par sa disposition, bah, SonarWorks n'arrive pas à s'en sortir, et c'est normal. Alors que Mini DSP, bah, là c'est plus intelligent dans sa manière de fonctionner, c'est qu'il vous dit de faire plusieurs mesures. Déjà il vous laisse le choix, vous pouvez en faire qu'une seule. D'ailleurs j'ai fait des tests, hein. J'ai fait une mesure, j'ai fait 9 mesures, et j'ai fait 9 mesures à 20 cm, c'est-à-dire que les 9 mesures, je les ai faites un peu, en fait, au niveau de ma tête, quoi. J'ai fait un petit cercle comme ça, et j'ai fait un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas, voilà, quelque chose d'assez petit. Et j'ai fait d'autres mesures avec, comme SonarWorks, 1m50. Et là, dans ce cas-là, eh bien, Mini DSP s'en sort mieux que SonarWorks, mais on sent qu'il a beaucoup plus de mal qu'avec le fait de faire 9 mesures. Et quand on lui donne qu'une seule mesure, c'est pas terrible non plus, parce que en fait, si on fait une seule mesure, si on déplace un petit peu la tête, ça marchera pas. Donc voilà. Donc c'est bien d'en faire plusieurs, mais de les faire de manière restreinte. Ouais, alors vous voyez justement ici que j'ai fait 9 mesures avec 20 cm comme ça de circonférence, on va dire. Et vous voyez que c'est quand même assez droit et c'est très peu accidenté. Et j'ai fait j'ai fait SonarWorks avec 9 mesures sur 150 cm, et après j'ai repris donc la mesure que vous voyez ici, et vous voyez que là c'est quand même beaucoup plus accidenté et moins droit. On voit quand même il y a beaucoup plus de creux et de bosses que là. Pourquoi? Parce que du coup, comme je lui ai fait 9 mesures qui sont trop différentes, bah, au bout d'un moment, il sait pas quoi faire, et voilà. Donc c'est quand même mieux que SonarWorks, mais voilà quoi. Voilà ce que je peux vous dire sur tout ça. Alors je voulais surtout pas faire dire que SonarWorks c'était un mauvais produit et que c'était mensonger, pas du tout, pas du tout. C'est juste que je veux vraiment vous prévenir que SonarWorks, je suis sûr qu'il y a plein de cas où peut-être il y a des studios où ça marche très bien et où ils en sont très contents. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que vous en êtes ravis, mais je pense que sans traitement acoustique et dans une pièce qui est trop petite ou compliquée, à mon avis, ça ne marche pas. Après, voilà, si vous avez un studio qui est déjà traité et qui a une bonne configuration et qui est assez grand, je pense que SonarWorks peut être un plus qui vous permet de faire un dernier lissage. À mon avis, ça marche parce qu'ils vont quand même pas vendre un produit qui ne marche pas tout simplement. Voilà. Donc voilà. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre expérience avec ça. On va tout de suite passer au deuxième sujet qui est la calibration des casques. Alors, maintenant, on va s'attaquer à une deuxième chose, c'est-à-dire la calibration des casques. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors honnêtement, j'ai beaucoup hésité à parler de ça, puisque c'est une expérience personnelle qui m'est arrivée avec SonarWorks, et je veux surtout pas en faire une généralité, puisque peut-être que vraiment je suis l'unique client à qui c'est arrivé. Voilà, on va partir du principe que oui, mais je voulais quand même vous en parler parce que le dénouement n'a pas été à mon avantage, on va dire, et voilà, j'ai pas trop aimé la manière dont ça s'est passé. Pour vous expliquer, donc le principe c'est que vous
envoyez votre casque donc en Lituanie, hein, c'est pour ça que je disais, ils sont en Lituanie. Je dis ça parce que qu'ils soient en Lituanie ou n'importe où, on s'en fout, hein, c'est pas le problème. Ils peuvent très bien travailler dans n'importe quel pays du monde. Le problème, c'est que moi, j'ai envoyé mon casque Focal Clear Pro, donc un casque haut de gamme, dont je crois qu'il vaut 1200 €. C'est-à-dire que l'envoyer à l'étranger est loin. J'avais un peu peur quand même parce que du coup il n'y avait pas d'assurance. Bon, c'est compliqué d'assurer un truc comme ça. C'est vrai que j'aurais été plus rassuré de l'envoyer en France. Bon, même si la poste, voilà. C'est-à-dire que là, du coup, en Lituanie, je connais pas les services postiers lituaniens et peut-être que le truc aurait pu se perdre ou quoi. Donc c'est toujours un peu embêtant. Bref, ça c'est pas de leur ressort, mais c'est pour ça que je précise que c'est là-bas, c'est en Lituanie. Donc j'ai envoyé mon casque. Pour qu'il le calibre, donc qu'il le mesure avec un appareil de mesure, donc on connaît pas. Hein. J'en ai déjà parlé, moi j'en ai acheté un pour d'autres raisons, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc je l'ai envoyé, donc il y a un service, je vous montre. Alors le service donc coûte 149 €, donc il y a les frais de port retour qui sont compris, pas aller, hein, ce qui veut dire que vous devez rajouter, c'est pour ça aussi que c'est un peu embêtant parce que il faut envoyer en Lituanie, il faut mettre un minimum d'assurance, donc ça coûte un peu cher, mais bon bref, ça c'est votre problème entre guillemets. Donc 149 €, il vous le calibre et il vous renvoie un fichier de mesure que vous mettez dans Sound ID. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai reçu mon casque et voilà ce que j'ai reçu. Voilà, donc j'ai reçu ça, donc ça c'est la courbe de mon casque et donc forcément. Quand vous l'activez, il va vous proposer, comme d'hab, la calibration inverse, c'est-à-dire que il va vous mettre un EQ inverse pour que le tout arrive à 0. Et là, c'est vrai que sur un casque, c'est quand même plus simple parce qu'il n'y a pas ce problème alors, il y a un peu un problème de traînage à cause des drivers qui peuvent être un peu mous, en fait, mais il n'y a pas ce problème de reverb, vous n'avez pas de la reverb dans votre casque. Donc, ce qui veut dire que ça pourrait être une bonne idée de se dire, bon, ok, j'arrive pas à corriger ma pièce à cause de cette reverb, donc voilà, j'abandonne l'idée. Par contre, corriger un casque, c'est peut-être une bonne idée. Alors, donc déjà, moi, ce que j'ai reçu, c'est ça. Et donc, j'écoute et je me dis, ouais, ok, bon, déjà, je sentais qu'il y avait de l'EQ un peu dans les graves, un peu là. Et puis, je me dis, les aigus sont quand même bizarres, quoi. Il y a quand même un truc qui va pas dans les aigus. J'entends plus les hi-hats comme il faut. Tout c'est un peu barré. Enfin, j'aime pas en gros, j'aimais pas. Et puis, je regarde quand même la courbe, donc qui est censée être la courbe de mon casque. Alors, droite-gauche, hein, il faut une mesure différente. Et c'est vrai qu'on voit, selon les marques, qu'il y a des casques qui peuvent être beaucoup plus accidentés que ça. Là, on voit que c'est un casque sérieux chez Focal, hein, parce qu'ils savent faire. Donc, il y a forcément des petits écarts, mais bon. Et du coup, je remets quand même en doute les mesures de Sonarworks, que voilà, j'ai pas envie de prendre comme argent comptant. Donc, vous y fiez pas forcément. Donc, je reçois ça, et puis je me dis, c'est quand même bizarre. Là, ici, j'ai un pic à 11 kg. Un pic à 12 dB. Je dis quand même, un casque Focal à ce prix-là, ça me paraît bizarre. Donc, je contacte Focal et je leur envoie ceci par mail. Donc, je leur envoie la courbe moyenne, parce que vous savez, quand vous faites pas calibrer votre casque par Sonarworks, vous avez, eux, à chaque fois qu'ils calibrent un casque, j'imagine qu'ils le prennent en référence, ils font une moyenne de tous les casques qu'ils calibrent, et donc ça leur fait une moyenne générale de tous les casques. Vous savez que selon un modèle à l'autre, les réponses sont pas les mêmes, puisque ça reste quelque chose de physique et c'est pas parfait. Donc là, ici, c'est la mesure, on va dire, donc l'average, c'est la moyenne de tous les casques Focal Clear Pro qu'ils ont mesurés. Et on voit que la courbe est comme ça, ok. Et là, on voit que vers les 10 kg, ok, bon bah ça monte à même pas, ça monte à 4 ou 5 dB quoi. Et moi, j'envoie ça à Focal, je dis, dites voir, c'est bizarre quand même. La courbe de chez moyenne de chez Sonarworks, c'est ça. Et moi, mon casque, ils me disent que c'est ça et que j'ai un pic à 11 kg. Donc, le monsieur très gentil de chez Focal, comme d'habitude, hein, leur SAV est top. Il me répond, attendez, donnez-moi le numéro de série de votre casque. Tous les casques chez nous, ils sont mesurés avant de partir de l'usine. Donc, on va vérifier ça et on vous dit. Donc, je donne le numéro de série. Quelques jours après, il me rappelle, il me dit, enfin par mail, il me dit, malheureusement, je peux pas vous donner notre courbe parce qu'elle est confidentielle, mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle ne correspond pas du tout à ce que vous a fait Sonarworks. Il n'y a pas du tout ces accidents là dans les aigus. C'est complètement faux. Donc voyez avec eux. Voilà, ils peuvent pas me dire mieux. Hein, c'est pas leur faute. Donc moi je contacte Sonarworks en leur disant voilà, j'ai contacté Focal parce que je trouvais que le son était bizarre. Focal m'a répondu que leur courbe était pas du tout correspondante à la vôtre. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là je vous montre le mail que j'ai reçu de la part de Sonarworks. Voilà, donc voilà leur mail. Donc en anglais j'ai juste caché le nom de celui qui m'a répondu hein, quand même par souci de confidentialité. Donc en gros il me dit qu'il a contacté son équipe audio, qui transmettant les informations que j'ai envoyées, qui mène actuellement une enquête et donc il confirme qu'il y avait bien une anomalie avec mon profil de calibration. Donc le profil qu'ils m'ont envoyé, il y avait une erreur dedans. Il me dit que la bosse extrême des hautes fréquences a été intégrée au lot de mesure.
de mon profil individuel. Donc, il y a eu une mauvaise calibration qui a été intégrée au lot de mesures, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs mesures du casque, ce qui est bien d'ailleurs. Il me dit qu'il peut malheureusement pas dévoiler toutes les subtilités du fonctionnement des outils internes, ça je le comprends tout à fait. Et il ne jettera certainement pas la pierre à Focal en disant que leurs mesures chez eux sont bien et qu'il ne remet pas ça en cause. Donc il me dit, vous trouverez en profil un nouveau, en pièce jointe, un nouveau profil mis à jour sans que l'anomalie soit prise en considération. Veuillez vérifier ça et dites-moi si le son a été amélioré. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même que je confirme si le son est amélioré parce qu'ils sont toujours pas sûrs que ce soit le cas. Donc il m'envoie un nouveau profil. Donc un nouveau profil, et donc ce profil, je vous le montre, il est là. Donc ça c'est le profil avec une erreur. Ça c'est le profil, le nouveau profil. Donc en fait on voit en gros, ils ont fait un tilt, quoi. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez que les bosses et les creux sont exactement les mêmes. Et là, moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont juste fait un tilt comme ça, qu'ils ont baissé les aigus pour que ce soit plus sage. Bon, après, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais du coup, je leur ai répondu, attendez, je comprends pas, vous m'avez renvoyé des nouvelles mesures de mon casque, mais je vous ai pas renvoyé mon casque, moi. Donc, comment vous avez fait? Ah, bah oui, on peut pas vous dire. En fait, on fait plusieurs mesures et tout. Mais du coup, on a enlevé la mesure problématique. Et je dis, ok, donc moi, j'ai payé. Admettons, vous faites 5 mesures. Moi, j'ai payé pour avoir 5 mesures. Ce qui veut dire que là, au lieu d'avoir 5 mesures, je n'ai que 4 mesures. Et donc, vous m'avez renvoyé un profil avec 4 mesures au lieu de 5. Donc, le travail n'a pas été fait. Oui, mais écoutez, c'est comme ça. On peut vous dire que maintenant, ça sonne. Bon, en tout cas, moi, j'ai testé avec ce profil-là. Ça sonne toujours pas. Et je l'ai envoyé à Focal. Et Focal m'a dit, non, c'est toujours pas la bonne courbe. Elle correspond pas à votre casque. Il n'y a pas d'accident comme ça dans les aigus. Donc voilà. Donc je lui ai dit, écoutez, je suis désolé. Moi j'ai contacté Focal, ils m'ont dit que c'était toujours pas ça. De toute façon, vous m'avez demandé si ça sonnait mieux. Je trouve pas que ça sonne mieux. Je suis toujours pas convaincu. Donc écoutez, je vais tout simplement vous demander de me rembourser et on en reste là. Et là donc le support de chez Sonarworks me disent, eh bien non, on ne vous remboursera pas. Si vous voulez, vous nous renvoyez votre casque et on le remesure, mais on vous rembourse pas puisque le travail demandé a été fait et vous en avez vu pour votre argent. Donc moi je leur ai dit, je n'ai pas du tout envie de renvoyer mon casque en Lituanie, de repayer des frais de port, et de toute façon j'ai complètement perdu confiance à votre service puisque voilà, le fait que vous résolviez le truc en me renvoyant une mesure magique, je sais pas comment, moi j'ai plus confiance, je veux un remboursement. Et donc j'insiste, et ils m'ont dit non, il y aura pas de remboursement. Donc voilà, le problème c'est ça, c'est que je veux bien et encore, normalement un truc comme ça il devrait pas faire d'erreur, hein, parce que c'est vraiment, moi je leur ai dit, attendez, moi je fais du mastering pour mes clients, si jamais j'avais pris votre mesure vraiment pour argent comptant et que je m'étais fié à 100%, bah du coup mes mastering, j'allais enlever tous les aigus, enfin j'allais rajouter des aigus parce qu'il y avait un gros creux qui était corrigé, donc du coup j'avais un manque d'aigus. Bah du coup j'allais prendre ça en compte, et du coup les hi-hats je les mets à donf, le snare je le mets à donf, le top kick je le mets à donf, et donc j'allais faire des mastering pourris pour mes clients. Donc je leur ai dit, rendez-vous compte quand même que votre erreur est grave, parce que moi je travaille avec, et quand on vous demande une calibration, c'est pour avoir le top du top, parce que je voulais pas de votre moyenne de calibration. Donc si je vous demande une calibration, c'est pour que le truc qui soit fait mais qu'on n'ait absolument rien à dire. Et là en l'occurrence vous avez fait une grosse erreur qui se voyait, que moi j'ai détecté. C'est pas vous qui m'avait envoyé un mail en me disant, ah au fait faites attention, on a fait une erreur, on s'est rendu compte. C'est moi qui ai détecté. Alors si ça se trouve, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a d'autres erreurs qui sont dans la nature et que les utilisateurs font confiance à Sonarworks et n'ont pas trouvé qu'il y avait un problème, ou peut-être que leur oreille n'est pas assez fine pour voir qu'il y avait un souci, ou peut-être qu'ils sont pas aussi chiants que moi, surtout, c'est peut-être surtout ça. Donc je leur ai dit, ouais, si j'avais travaillé avec, c'était quand même problématique. Donc déjà vous devriez pas faire d'erreur. L'erreur est humaine, ça peut arriver dans n'importe quel domaine, malheureusement. Donc, ok, mais par contre, quand je vous demande un remboursement, vous me remboursez, quoi. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, voilà, c'est juste pour mon expérience. Je veux pas du tout dire que c'est le cas pour tout, évidemment, mais c'est juste que, voilà, pour moi, ça prouve Enfin, ça prouve. Dans mon cas, en tout cas, c'est pas sérieux. Dans mon cas, ça n'a pas été sérieux du début à la fin, puisque ça aurait pu bien se passer. Ça s'est mal passé à la fin. Donc, je suis vraiment désolé d'en parler là publiquement parce que c'est un peu privé et sans doute, je suis mal tombé et j'ai pas eu de chance. Mais je voulais juste quand même le dire, puisque, enfin, vous exposez les faits. De toute façon, corriger un casque,
c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un casque, vous l'achetez pour ses qualités et pour ses défauts. Il y a des casques qui sont très basseux, il y a des casques qui manquent de grave, il y a des casques qui sont très brillants dans les aigus. Donc c'est à vous de tester les casques qui correspondent à votre goût et à la musique que vous faites et de prendre ce casque et de dire ok, mon casque il est comme ça. Alors là pareil, c'est pas mal d'aller voir sur internet les courbes des casques pour être conscient des avantages ou des problématiques qu'il a et les tenir en compte. Mais par contre, une fois que vous avez choisi votre casque, habituez-vous à ce casque et travaillez avec. Le seul truc qu'on peut faire, et ça peut-être je vous en reparlerai dans une autre vidéo, c'est du coup mesurer son casque, savoir précisément notre casque à nous, notre modèle, comment il sonne. Et en fonction de ça, d'aller faire, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, aller faire une courbe d'EQ qui serait très light, on va dire. Vous voyez, pas comme ça. Alors, vous voyez, là, ce casque-là, moi, je trouve que c'est trop, en fait. Il faut pas corriger comme ça. Moi, si je devais le corriger, alors le grave, je le corrigerais même pas parce que je suis content. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le focal parce que le HD 800, si merveilleux soit-il, il manque un petit peu de grave et c'est un peu ce qui est dommage. Donc quand je veux du grave, je prends le focal qui est parfait à ce niveau-là. Et vous voyez qu'il a ce surplus de grave, mais je l'aime bien ce surplus. J'ai surtout pas envie qu'on me le corrige. Et là, si j'utilise Sonarworks, il va me corriger le grave et j'ai vraiment pas envie. J'ai envie d'avoir ce grave, j'ai envie d'avoir cette sensation et justement ça me force à pas pousser mon kick pour avoir la bonne quantité de grave que je veux. Donc ce grave, je le garderai. Allez, ici, peut-être que je ferai un léger coup d'EQ. Et là, en fait, ici, qu'est-ce que je ferais? Je ferais pas grand-chose. Peut-être que... Ouais, peut-être que j'ai... En fait, je ferais rien, quoi. Parce que, bon, du coup, c'est un bon casque. Mais peut-être que sur des casques plus problématiques, je vais aller faire peut-être un lissage léger dans les aigus. Peut-être s'il manque de grave, c'est plutôt ça. Il y a des casques, genre le AKG 712, il manque de grave. Donc, je vais aller mettre un EQ et mettre en fonction, de manière inverse, une courbe d'EQ très lisse et très douce qui va aller rajouter du grave et peut-être rajouter un peu d'aigu. Voilà. En fait, pour faire un son qui me plaît et qui correspond un peu au profil du casque. Mais j'irai pas aller corriger ça précisément parce que de toute façon, c'est pas une bonne idée parce qu'on entend la correction et surtout, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que, et ça c'est bien que Sonarworks le précise, c'est qu'en fait les mousses vieillissent et ils vous demandent d'envoyer un casque avec des mousses neuves si possible pour qu'en fait, quand vous voulez retrouver ces mesures-là, vous rachetez des mousses. Mais en fait, il faut savoir que j'ai fait les mesures avec mon appareil. Le casque, quand vous le déplacez un peu à gauche, un peu à droite, un peu devant, un peu en l'air, quand vous l'ajustez mal, quand vos mousses sont un peu abîmées, quand vous transpirez, du coup les mousses sont mouillées, en fait tout ça, ça va beaucoup changer la réponse du casque, y compris et surtout dans les aigus, où ça va être très différent. Donc de toute façon, quand vous allez recevoir ça, c'est quelque chose qui a été mesuré par eux dans les conditions avec les mousses et avec leur micro et ça correspond pas forcément à ce que vous entendez à la réalité. Donc la conclusion de tout ça, c'est que en gros, n'utilisez pas ces systèmes-là, sauf si vous savez exactement ce que vous faites, que vous avez un studio qui est traité, que vous êtes conscient des problèmes de votre pièce, que vous préférez les corriger et qu'après vous refaites des mesures pour vérifier que la correction a été bonne et pour la valider. Donc voilà. Donc je sais que ça répond pas forcément à ceux qui voulaient une solution magique, mais malheureusement, il y en a pas, ça n'existe pas. La meilleure solution que je peux vous recommander, c'est de vous habituer à votre son et de bosser avec des références du commerce pour être sûr que vous avez la bonne quantité de grave, d'aigus, etc., etc. Voilà pour cette vidéo un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous voulez une vidéo encore une fois sur le mini DSP, eh bien, j'en ferai une et je vous montrerai plus en détail ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et quant à nous, on se retrouve bien tous les mercredis à 19 h pour une émission en live avec TV707 pour des émissions qui parlent de tout, avec des invités, avec des émissions spéciales. Bientôt une sur le mastering, je sais que ça fait longtemps que je vous la promets, mais elle arrive. Et voilà, donc j'ai assez parlé. Merci à vous et à très bientôt. Et faites du son surtout, c'est le plus important. Ciao!